Bienvenue sur le board. Aujourd'hui, je vais vous proposer, comme d'habitude, l'analyse d'une position complexe, mais avant, quelques petites annonces. Tout d'abord, je voudrais vous donner des nouvelles de notre championnat du monde par équipe online sur le WIF et vous annoncer, certains d'entre vous le savent certainement déjà, que malheureusement nous avons été éliminés par l'Allemagne qui a fait un très très bon match et j'ai personnellement perdu contre Dirk Schimann, qui a remarquablement joué, et de manière générale, ils étaient plus forts. Mais bon, on termine à une place qui est pas totalement déshonorante. On est moyennant en dessous de 5 pour toute notre équipe, c'est pas du tout ridicule. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Je suis désolé, c'est l'année prochaine qu'on fera le triplé. Mais la bonne nouvelle, c'est que le doublé est encore possible, puisque nos camarades de l'équipe féminine sont en bonne place. L'équipe donc emmenée par Véronique Chaumas-Dehon est 3e sur seulement 5 équipes restantes. Et de plus, elles sont exemptes de cette ronde, ce qui signifie que elles sont assurées, si je dis pas de bêtises, d'être au moins 4e. Un podium est plus que probable et la première place n'est absolument pas impossible. On leur souhaite donc le meilleur pour la suite. Dernière petite annonce, et après on passe à la position du jour. Il va y avoir dans quelques jours justement l'UBC, donc la finale du championnat du monde officieux, la revanche opposant Sander Dailov à Masayuki Mochi, deux des meilleurs joueurs du monde, si ce ne sont les deux meilleurs joueurs du monde. Et je vais vous faire un petit commentaire en direct de certains matchs. Alors pas tous, parce qu'il va y avoir beaucoup de matchs. Le système est une succession de matchs en 7. Il y en a, je crois, 12. Chaque match donne un point pour la note et un point pour la victoire éventuelle du match. Et la note globale sert de départage. Donc ça va faire beaucoup de matchs, mais je vais essayer d'en commenter en direct quelques-uns. On va voir combien je peux faire en fonction de mes disponibilités. Et donc j'ai demandé et obtenu l'autorisation donc de Mark Olsen qui m'a dit oui sans hésiter. Donc Mark Olsen, le CEO de Backgammon Galaxy, qui est le sponsor du truc. Voilà. Alors, intéressons-nous à la position du jour. C'est une position qui est survenue dans une des sessions d'entraînement que j'ai joué récemment, qui a été joué donc en consultation. Et donc le score est de 0-0 dans un match assez long, match en 13. Les rouges ont la vidéo à 2 chez eux, très au blanc, au pain, n'est-ce pas, qui tire 6 et As. Voilà, je vous laisse un petit peu réfléchir, mettez la vidéo sur pause, et je vais commencer à analyser. Attention, je commence à analyser. Alors, c'est une position type prime contre prime. On a assez clairement la moins bonne prime, puisque notre adversaire a une prime de 5 très solide, et nous on a une prime de 5 trouée. Si le timing a l'air comparable, il faut noter que ça va être plus difficile pour nous d'échapper nos pions, puisqu'on en a 2. Il y a une prime, encore une fois, parfaite et susceptible de s'agrandir. Alors que lui, il n'en a qu'un. Ok, alors on va commencer par éliminer des coups qui ne sont pas envisageables sérieusement, donc on va pas faire ça, étant donné que ça serait trop grave d'être frappé, et que on donnerait à notre adversaire beaucoup de chances de gammon, c'est trop dangereux. On va pas non plus attaquer au point 2, pour des raisons assez similaires, peut-être un peu moins de gammon, mais si on frappe c'est une catastrophe, si on rentre en 4 on n'est pas beaucoup plus avancé, etc. etc. Donc ça nous laisse avec 2 idées assez distinctes et qu'on va essayer de comparer entre elles. On peut mettre un pion dans le trou. Ou on peut passivement, on va dire, mais parfois le coup passif est bon, donc je ne veux pas que le terme soit pris de manière trop dépréciative, pour l'instant en tout cas, cacher nos pions. Si on cache nos pions, il est clair que un coup comme ceci est meilleur qu'un coup comme cela, qui met un pion au point As pour rien, et qui donne le joker 2 et 5 qui frappe pour pas grand chose non plus. Donc si on cache nos pions, ça va être ça. Admettons qu'on mette un pion dans le trou,
on va dire qu'on va jouer l'As ici. Hein, ça a l'air assez logique. Bon. Quels sont les mérites de l'un et l'autre coup? Je vous invite à diviser l'univers à ce moment-là en l'occurrence en 3 scénarios possibles et à comparer ce qu'on obtient si on a joué l'un ou l'autre coup. Alors, donc en gros, il peut dans les 2 cas faire un 2, donc et frapper notre pion ou monter. Il peut dans les 2 cas faire le point 7, donc avec 5-3, 3 As, double As, ce genre de truc. Ou il peut ne rien faire de tout ça. Et un coup comme 5 et 4 par exemple qui fait absolument rien. Alors, le plus simple c'est sur un coup comme 5 et 4. Sur un coup comme 5 et 4, il est absolument évident qu'on préfère avoir mis le pion dans le trou. Absolument évident. Puisque on aura la possibilité de couvrir et de renforcer notre prime, chose qu'on n'aurait pas pu faire dans ce scénario-là. Bon. C'est l'argument classique pour slotter. On résout le problème tout de suite, le problème étant le trou au point 4. Bon. Maintenant, si il fait le point 7, donc par 5-3, par 3-1, par 5-1, par double As, bah, c'est presque aussi évident qu'on préfère avoir mis le pion dans le trou. Hein. Puisque, certes, il nous a primé, il nous a empêché de faire un 6, mais on peut le contre-primer et on a une chance de gagner cette partie. Bon. Alors, là où c'est moins évident, c'est s'il fait un 2. S'il a fait un 2, enfin, plus exactement, c'est évident dans l'autre sens. S'il fait un 2, il est évident qu'on préfère ne pas avoir laissé le pion dans le trou. Cependant, il doit être clair que s'il fait un 2 dans cette position, on sera quand même très outsider. Bon, 2 et 5 et 2 et 6 sont des jokers énormes, bien sûr. Mais s'il fait un 2, mettons 2 et 3, je ne sais pas, 2 et 4, ben, bon, un coup normal, contenant un 2. Bon, 2 et 5 et 2 et 6 sont des tirages, hein, déjà, mais bon. 2 et 4 ou 2 et 3 contenant un 2, bon. On a intérêt à tirer des jets parfaits pour faire le point 4 ou pour attraper une frappe de l'autre côté. Et quand bien même on le fait, on n'a pas résolu tous nos problèmes puisqu'il peut faire un 6. Il faudra, je veux dire, faire un 6 dans les prochains coups. Puis un deuxième avant la fin de la partie. Voilà. A contrario, même si on n'est pas content d'être frappé, on peut quand même arguer du fait qu'on laisse pas tant de gammon que ça, dans la mesure où on est accroché au point As, là-bas. On en laisse beaucoup moins que dans un scénario comme ça, par exemple, quand je vois ce type de coup. Mais on laisse un peu de gammon, c'est clair. Alors, maintenant qu'il est clair dans quel scénario on gagne, dans quel scénario on perd, il faut déjà voir que les scénarios où il ne tire pas de 2 sont plus nombreux. C'est une donnée assez basique, mais je crois importante à rappeler. Hein. Il n'y a que 11 jets qui contiennent un 2. Et si on joue le coup passif, quand il ne tire pas de 2, et en particulier quand il fait le point 7, où on n'a plus la chance de tirer un 6, l'avantage des rouges est écrasant. Et quand même il ne ferait pas le point 5, le point 7, pardon, comment on va gagner? Il faudrait faire un 6 pour sortir. Mais si on fait un 6, il risque d'attaquer. Soit le pion à l'intérieur, puis il aura sans doute ramené ses pions
de telle manière qu'il nous vise, soit le pion à l'extérieur qui sera susceptible de laisser une frappe. Bon, on peut faire une combinaison, faire le point 4, mais il n'y en a pas beaucoup. En gros, il n'y a que 3 et 2, et on peut compter double 2 ou double 4, mais bon, même ça laisse le 6 ouvert. Hein. Et si on attaque au point 2, par chance, eh bien, il pourra ressortir en 4, ce qui n'est pas moins probable que de faire un 2, et on a encore le problème de faire des 6. Donc, l'un dans l'autre, il semblerait que ça soit meilleur de jouer le slot dans cette position typique de prime contre prime, où on prend le risque tout de suite. C'est un peu le même raisonnement que le pay now or later que je vous avais expliqué dans une autre vidéo, plutôt que d'avoir des problèmes de long terme et devoir peut-être laisser dans des conditions encore pires, voire n'avoir jamais résolu le problème tout simplement. A-t-on bien tout considéré? Alors on n'a pas parlé du vide à ce stade, qui est chez l'adversaire, donc il faut toujours se demander s'il peut envoyer ou pas. Mais en l'état actuel de notre investigation, il y a toutes les chances qu'il puisse envoyer sur les deux coups proposés, étant donné qu'il y a beaucoup de volatilité. Les deux, et même un coup comme 5-3, au moins suivi d'un pas très bon, et peut-être même suivi d'un bon, sont des gros cacheurs. Mais il est clair que les blancs sont outsiders, que les rouges sont donc favoris, et qu'ils ont beaucoup de volatilité. Bon, c'est très difficile de savoir si c'est effectivement un double ou pas, il faut analyser précisément, mais bon, croyez-moi sur parole, il y a beaucoup de volatilité, et suffisamment pour donner un double au rouge. Bon. Pas beaucoup d'influence donc de la considération de Vido dans ce cas-là. Mais on n'a pas trop envisagé la considération tactique. La considération tactique, on a fait des bonnes réflexions stratégiques, bonnes réflexions de long terme sur comment la partie va se dérouler, etc. Mais on n'a pas beaucoup fait de considération tactique sur les bons jets adverses. En particulier la considération qui est que dans la position proposée, dans les deux positions proposées d'ailleurs, les rouges ont une excellente diversification, dans le sens où ils ont besoin de 2 pour monter, d'un 5, d'un 3 et d'un As pour faire ce point. Excellente diversification. Mais on peut s'y opposer. On peut trouver un coup qui ne permette pas une telle diversification. Après le 6, j'ai présenté tout à l'heure l'As comme évident. Et il est vrai que c'est meilleur que de jouer ça. Cependant, on peut aussi jouer du point 5 au point 4. Quelle est cette absurdité, me direz-vous? Bon. On n'a pas vraiment dégradé notre structure, après tout. Qui frappe au point 5 ou au point 4, c'est pas très différent. Bon. Dans un cas, il y a une prime de 4, dans un cas, il y a une prime de 5, mais ça n'aura pas une influence énorme à ce stade, il a beaucoup de timing. On sera très très mal quoi qu'il arrive. On a à peu près autant de couvrants. Si vous voulez bien comparer. Bon, les As, les 3, dans le cas les 2 les As, les 4 contre les 3, bon. Tout ça c'est assez similaire. Bon. On pourrait dire qu'on n'a pas une mauvaise diversification puisqu'on va faire des 5 et des 4, etc. Mais ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est qu'il a besoin d'un 3 pour frapper et que c'est une très bonne duplication avec 5 et 3 ou 3 et As. Les 2G qui sont, enfin 4G si on veut, qui sont rendus dupliqués. J'allais dire inutiles, ils sont pas inutiles, mais ce qui devient inutile en réalité c'est les 2. À la place on a les 3, mais 5, 3 et 3 As ne sont plus des G qui, en plus, gagnent quelque chose. Et ça fait une très très grosse différence. Et donc, notre idée de sauter était la bonne, mais en plus de la bonne considération stratégique, il fallait avoir la bonne vision tactique, voyant la duplication dans cette configuration.
Alors voyons ce qu'en dit notre ami Extreme Gammon. Extreme Gammon juge. Évidemment, je connaissais la solution avant de vous en parler, hein, comme toujours. Hein. Juge que le coup 10-3 est une grave erreur. Que l'idée de slotter en jouant 6-5 est un petit peu meilleure. Enfin, nettement meilleure, pardon. Oui. 0,100 d'écart entre les deux. Mais que le coup qui cumule la précision tactique à la vision stratégique, 10-4, 5-4, est le meilleur. Avec un très très gros écart. Hein. Un très très gros écart. Voilà. Bon, dans la partie, mes adversaires sont décidés pour ce coup, ce qui était à moitié bien joué. Alors, à moitié bien joué. La taille de l'erreur est quelque peu amplifiée par le fait qu'on donne un double correct à l'adversaire. Bon. Alors que malgré beaucoup de volatilité, cette position n'est pas un redouble. Ça serait un double initial, mais c'est pas un redouble. Bon. C'est pas évident à l'œil nu, hein, je vous l'accorde, mais une fois encore, croyez-moi sur parole. Le petit écart, de toute façon, laisse supposer ça, alors que, si vous observez les chances de gain conseillé, il y a 3% de chances de gain d'écart, ce qui est beaucoup hein, sur un coup comme ça, où on a l'impression que c'est une petite finesse, de rien du tout, une petite duplication. Bon. Notez qu'on n'a plus que 32%, un peu moins, en jouant le coup passif, le coup supposément sûr, mais qui en fait est assez risqué. Et on croit qu'on se protège du gammon, mais ce n'est qu'à moitié vrai. Ce n'est qu'à moitié vrai, puisqu'avec notre coup, on est gammon 22% du temps, alors qu'on était gammon 19% du temps en jouant ça. Donc, c'est vrai qu'on donne du gammon, mais on n'en donne pas tant que ce qu'on aurait pu imaginer. Hein. Alors, si vous voulez bien, je vais remonter mon coup idiot de tout à l'heure. Bon, ce coup absurde, hein, il faut le reconnaître, je vais le mettre en plus, donne plus de 20% de gammon, puisqu'on monte de 22 à 42. Enfin, de 19 à 42, donc 23% de gammon si vous voulez. Comparé avec cet écart assez petit finalement, même plus en prise, mais on a l'encre qui nous protège quand même dans une certaine mesure, même si c'est une encre assez faible. Voilà. Donc voilà, avoir à la fois à l'esprit le plan juste, sloté, mais aussi les considérations tactiques, la duplication du 3. Et toujours la difficulté de ne pas manquer de coups candidats, pas se précipiter pour comparer deux coups, en oubliant qu'il y en a peut-être un troisième qui est supérieur. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Vous aviez trouvé le point 4 là? Pas facile, hein? Le slot est déjà pas si trivial que ça, et couvrir avec le pion du point 5 est pas du tout une évidence. Donc vous êtes pardonné si vous n'avez pas trouvé, mais mes vidéos sont là pour ça, pour qu'on progresse ensemble. Voilà, et écoutez, comme d'habitude, hein, abonnez-vous, partagez, likez, tout ce que vous voulez. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas que je vous ai donné rendez-vous pour l'UBC. Ce sera donc du 18 au 20 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Et que je commenterai en direct, du moins en partie. Voilà, et surtout, ne faites pas trop de blunder.